Donc, si vous voulez, on va débuter tranquillement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en fait à ce tout premier webinaire de l'automne 2023 du RISIC. Donc, on est vraiment content de vous avoir avec nous aujourd'hui en si grand nombre. Mon nom est Marc-André Maheu-Cadotte, je suis directeur exécutif pour le RISIC et en collaboration en fait avec José Côté et Céline Gélina, qui sont les co-directrices scientifiques du RISIC, on vous a programmé cette session plusieurs activités avec des sujets assez diversifiés. Donc, on espère pouvoir continuer à vous retrouver en si grand nombre à chaque semaine. Cette programmation-là ne serait rien sans nos conférencières et conférenciers qui ont généreusement accepté l'invitation à venir présenter et à partager leurs connaissances cette session. Donc, on leur en est extrêmement reconnaissant. Je vous présente nos conférencières et conférenciers d'aujourd'hui dans quelques instants, mais avant, simplement vous préciser que lors des webinaires, vous pouvez poser vos questions en utilisant la fonction questions et réponses au bas de votre écran. Donc, vous êtes quand même plusieurs, donc on vous encourage à utiliser cette fonction-là pour poser vos questions à nos conférencières et conférenciers et il y aura une courte période d'échange à la fin du webinaire et où les conférencières et conférenciers pourront répondre à vos questions. Donc, sans plus attendre, je vous présente nos conférencières et conférenciers d'aujourd'hui, donc pour une présentation qui a pour titre Le monde des réalismes scientifiques et critiques, partage d'expériences et de réflexions de chercheurs en sciences infirmières. Donc, qui sont ces chercheurs-là exactement? Ils sont 5. Nous avons d'abord avec nous Mme Sylvie Gendron, qui est professeure agrégée et vice-doyenne aux études supérieures de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Nous Bonjour. nous avons également Mme Joanie Pellet, qui est postdoctorante à l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins de la Faculté de biologie et médecine de l'Université de Lausanne en Suisse. Nous avons également avec nous M. Dave Bergeron et M. Jérôme Pelletier, qui sont professeurs au département des sciences de la santé de l'Université du Québec à Rimouski. Et nous avons finalement M. Joachim Rapin, qui est candidat au doctorat à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et adjoint à la direction des soins du Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne, en Suisse. Donc, merci encore infiniment à vous 5 d'être avec nous aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vais vous laisser la parole et je vais vous retrouver à la fin de l'activité. Merci. Bonjour. Alors, c'est moi qui ai l'honneur d'introduire le panel. Alors, je vais te demander, Joachim, de nous mener à la prochaine diapo. Donc, les différentes présentations auxquelles vous allez assister partent de questionnements. Des questionnements qui nous habitent chacun individuellement, je vous dirais, et qui ont alimenté nos échanges depuis un peu plus d'un an, à différents moments. Et ces idées-là, on voit bien, des fois on se regarde, on dit « Ah ah! » Alors, ce sont des idées qui cheminent à travers nos réflexions, notre réflexion collective. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, c'est un moment supplémentaire pour nous de poursuivre cette réflexion-là avec vous. Les 5 questionnements, il y en a d'autres évidemment, mais les 5 questionnements principaux avec lesquels on aborde ce webinaire-ci. La première question, comment concevoir la complexité de pratiques infirmières? Ça, c'est une question qui m'habite. Deuxième question, comment comprendre en profondeur, et je souligne, les mécanismes d'action d'une intervention visant la réduction de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH? Et c'est M. Jérôme Pelletier qui va nous entretenir à ce sujet-là avec sa propre réflexion. Troisième question, comment développer et utiliser une théorie réaliste pour guider sa recherche avec des infirmières et les infirmiers pour orienter leur pratique de soutien des personnes âgées pour la gestion de leur santé après une hospitalisation. Donc, développer, utiliser une théorie, orienter la pratique. Madame Joanie Pellet va nous partager ses réflexions. Quatrième question, comment repérer et mettre en lumière des acteurs, leurs pratiques et des mécanismes sociaux rendus invisibles par des théories actuelles de la rétroaction de données de la performance des services infirmiers à des équipes interprofessionnelles. Et c'est Joachim Rapin qui va nous entretenir à ce sujet-là. Et enfin, une autre question, comment les approches réalistes peuvent être utilisées pour élaborer des théories de programmes réalistes qui intègrent des conceptions du monde réel de communautés autochtones? J'ai mis l'emphase sur certains mots, certains termes, parce que c'est autour de ces éléments-là aussi que les réflexions se poursuivent. Et on va garder un moment pour les échanges. Alors, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, 2 idées.
qui, à mon sens, traverse les présentations, réalisme et complexité. Réalisme, vous avez peut-être été surpris, on a mis réalisme au pluriel, plusieurs postures réalistes. Évidemment, ici, on va parler de réalisme scientifique, réalisme critique. Ce ne sont pas des approches ou des postures qui sont nécessairement mutuellement exclusives. Et à travers les exemples, vous aurez des exemples de réalisme scientifique, d'une posture critique à différents degrés. Bon, ceci dit, des propositions qui nous situent. Une première proposition en ce qui concerne les réalismes. Alors, Joachim, premier élément. Alors, ce autour du quoi, une idée autour de laquelle on évolue ensemble, c'est que la réalité sociale en soi existe, évolue, au-delà ou malgré ou quelles que soient nos théories, nos perceptions, nos expériences, nos connaissances, notre existence. Donc, le monde réel dont on fait partie, dans lequel évoluent nos pratiques infirmières, le monde qui nous structure en partie et qu'on structure en partie et qui existe en dehors des acteurs sociaux que nous sommes, des politiques, des organisations, il y a une réalité en soi qui existe. Bon, ça, c'est une première idée à partir de laquelle on fonctionne. Deuxième élément, c'est que cette réalité sociale, même si elle existe en dehors de notre conception possible, cette réalité sociale-là, elle est connaissable, modifiable. C'est beaucoup ce qu'on fait aussi en sciences infirmières. On introduit des changements, on intervient, possiblement intelligible, pour nous aider à cheminer dans le monde. Et vous remarquerez aussi qu'on parle de réalité sociale, étant donné qu'on est dans une discipline infirmière, donc une pratique professionnelle, humaine, sociale, dans des organisations, il y a des composantes politiques, c'est une réalité contextualisée. Alors, l'idée de contexte aussi va revenir dans l'échange entre nous. On peut dire qu'en soi, tout ça, c'est bien complexe. Bon, alors si je reviens à cette idée de complexité, on aborde la complexité sous deux angles complémentaires. Donc, premièrement, on propose ici que la réalité sociale en soi est complexe. La nature même de la réalité est complexe. Elle est plus ou moins imprévisible, émergente, ouverte sur un monde de possibles. Donc, on pourrait dire pour certains qui vont dire « ouais, c'est une posture ontologique ». Deuxième idée à laquelle renvoie la complexité, c'est au-delà de la nature en soi, on peut dire que la complexité renvoie à une méthode de conception complexe, à une pensée complexe. Donc, une pensée reliante. Il y en a qui vont dire systémique. Une pensée où on fait appel à des pratiques de modélisation ou de représentation du réel tel que l'on le conçoit. Et là, vous allez avoir différents exemples de modélisation ou de représentation. Donc, dans les présentations qui suivent, je vous invite vous aurez différents exemples, on peut dire d'applications ou d'approches réalistes et différentes façons d'aborder la complexité. Alors, je vous invite à être attentif à ça et j'invite Jérôme Pelletier à nous partager ses idées. Merci. Merci Sylvie. Bonjour tout le monde. Je veux juste préciser là, par rapport à la présentation qui a été faite. Effectivement, je suis professeur à l'Université du Québec à Rimouski, mais je suis toujours étudiant au doctorat aussi en sciences infirmières à l'Université Laval. Donc, je voulais quand même le préciser. Donc, aujourd'hui, on a décidé de chacun peut vous partager des expériences par rapport aux approches réalistes, puis d'utiliser ces expériences-là pour approfondir certains concepts ou certaines notions relatives à ces approches-là pour voir quel genre de problèmes qu'on a rencontrés puis qui nous ont amenés à nous tourner vers ces approches-là. Et donc, quel genre de problèmes ça peut résoudre, entre guillemets, ou que ça peut aborder. Donc, pour ma part, moi, je m'intéresse à la stigmatisation des gens qui vivent avec le VIH dans les milieux de soins.
Et puis, mon idée initiale, quand j'ai commencé mon doctorat, c'était de développer une intervention. Donc, c'est vraiment, donc, j'avais choisi l'intervention mapping, là, le modèle de Bartholomew. Euh, Puis l'idée, c'était vraiment, j'ai le goût de dire à la blague, de faire ça très simple, même si un doctorat, c'est jamais simple, mais vraiment, c'était juste de développer une intervention pour réduire la stigmatisation des gens qui vivent avec le VIH dans les milieux de soins. Et puis, ben, j'ai rapidement buté dans les étapes là, qui sont proposées par Bartholomew, parce que dans la deuxième étape, il faut comme créer une matrice, puis identifier les changements comportementaux, les objectifs de performance, sélectionner les déterminants de ces changements-là. Puis il faut donc tout clarifier les objectifs de changement, puis avoir des conceptions théoriques qui sont claires de ces objectifs-là. Et donc, je cherchais dans la littérature, évidemment, des interventions qui existaient déjà pour voir quels étaient les déterminants les plus probables de la stigmatisation. Puis moi, j'ai buté rapidement sur le terme attitude. Et je vous dirais, je pense que ce qui illustre le mieux, c'est un extrait d'une revue systématique. Joachim, si tu veux passer à la diapo suivante, là, c'est cet extrait qui m'a mis, je dirais, la puce à l'oreille. Le problème sur lequel je butais. Donc, dans cette revue systématique qui est parue en 2013, vers la fin, les auteurs constatent que dans les articles qui ont été pris en considération, ça arrivait souvent qu'il y ait un désalignement ou une discordance entre les déterminants qui avaient été ciblés, puis la mesure qui avait été utilisée pour confirmer que le changement avait eu lieu ou non. Donc, par exemple, il disait que si, par exemple, on cible la peur de l'infection dans des contacts occasionnels ou éventuellement dans des contacts professionnels pour les infirmières, ben, donc si on veut cibler cette peur d'être infecté dans la prestation des soins, ben, c'est curieux que nos items pour mesurer ce changement-là après nos interventions, ça soit des choses comme les enseignants qui ont le VIH ne devraient pas être autorisés à enseigner. Et donc, les auteurs expliquent que ce genre de discordance-là arrive souvent dans plusieurs auteurs, puis que ça serait intéressant qu'on ait une conception claire de comment ça fonctionne, la stigmatisation, pour qu'on puisse après ça faire des interventions pour la réduire. Puis c'est intéressant, ils recommandent, on devrait faire plus d'essais cliniques randomisés. C'est ce qui conclut à la fin de leur article, puis enfin, moi, je trouve que c'est une approche qui convenait moins. Donc, quand on prend les études qui portent sur la stigmatisation des gens avec le VIH dans les milieux de soins, on se rend compte que les comportements souhaités des infirmières, ils sont jamais définis. Donc, on souhaite une absence de certains comportements discriminants ou de certaines pensées, ce qu'on appelle en guillemets des attitudes, mais encore là, la définition varie, mais on décrit jamais concrètement ce que l'infirmière devrait faire pour que les gens se sentent en sécurité dans les milieux de soins. Puis, ironiquement, la stigmatisation est très rarement définie. Puis quand elle est définie, si on prend par exemple la conception de Link et Fellen dans laquelle il y a 4 composantes, ben moi je m'attends que si en introduction on dit qu'il y a 4 composantes, ben après ça dans la métho, on va nous dire quelque chose comme ben nous on s'est intéressé à la 3e composante pour telle raison, ou il va y avoir une structure logique qui est cohérente avec la conception de la stigmatisation, mais en fait ça se produit jamais. Et ça fait que la conséquence de tout ça, c'est qu'on ne sait pas comment les interventions fonctionnent. On a des indices comme quoi certaines interventions fonctionnent, mais on ne comprend pas comment ça fonctionne. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé dans ces études-là. Donc, moi, j'étais face à cette situation-là de me dire, ben, est-ce que je prends ces études-là telles qu'elles sont, puis j'essaie d'en faire quelque chose, ou je recommence du début? Moi, j'ai choisi d'essayer d'en faire quelque chose. Puis d'essayer de voir si on pouvait analyser cette mécanique-là, en fait, en tenant compte de la complexité des interventions. Puis pour ça, puis moi, la partie que je veux explorer avec vous, Joachim, si tu veux changer la diapositive. Quand on fait une synthèse réaliste, comme je fais, le jeu, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans les interventions dans une logique de contexte, mécanisme, effet. Puis certains auteurs donnent une place à part à l'intervention, puis moi, j'ai choisi de le faire comme ça aussi. Mais disons que la chaîne qu'on entend souvent, c'est contexte, mécanisme, effet.
Donc, en passant le contexte, là, c'est pas juste le contexte à l'hôpital, au CHSLD ou des choses comme ça. Donc, le contexte, là, ça tient compte des relations, des règles, il y a un niveau individuel. Bon, il y a plusieurs conceptions, là, mais tu sais, donc, de façon générale, on considère toujours que le contexte, il y a une dimension individuelle, une dimension relationnelle ou interpersonnelle, communautaire, systémique. Donc, c'est pas juste de recenser, par exemple, de comparer les interventions qui ont été faites à l'hôpital par rapport aux interventions qui ont été faites dans des CLSC ou dans des milieux communautaires. Les interventions, ben là, de façon évidente, là, c'est vraiment l'activité qui a été faite pour modifier la situation. Puis les effets, ben, encore là, c'est quelque chose qui est quand même assez évident. Donc, on peut parler de une réduction d'un certain préjugé, l'adoption de certains comportements. Bon, maintenant, ce qui est le plus difficile, c'est d'identifier le mécanisme, parce que souvent, ces mécanismes-là, ils sont implicites, ils sont pas nommés. Euh, Puis encore là, il y a beaucoup d'auteurs en réaliste qui ont développé qui se sont exprimés sur la question du mécanisme. Euh, mais le jeu, je vous dirais, d'une synthèse réaliste, c'est d'identifier cette chaîne-là par différents processus d'inférence. Donc, on ne peut pas procéder nécessairement par déduction, parce qu'il n'y a pas de théorie qui nous permet, on ne peut pas affirmer un cas à partir d'une loi, puis inverser, on ne peut pas faire l'inverse, on ne peut pas induire une loi à partir d'un cas. Donc, par rétroduction, ben, on va alterner ces processus-là. Donc, on va essayer de trouver une hypothèse qui nous semble la plus probable, qui peut expliquer les effets observés. Puis le but, c'est d'expliquer comment ça s'est produit, plutôt que de démontrer que c'est efficace ou non. Je vais conclure en vous donnant un exemple que j'ai lu hier, qui était, je pense, une belle illustration de comment ça fonctionne. Donc, c'est un article de 1987 que j'ai choisi de considérer dans mon projet, même si c'est très daté. Joachim, je vois que tu me fais signe, là, je termine rapidement. Dans cet article-là, les auteurs ils ont fait une stratégie de contact, c'est-à-dire qu'ils ont invité des personnes qui vivent avec le VIH à venir témoigner de leur vécu. Mais là, on est en 1987, donc on s'entend que c'est une autre histoire. Puis la personne qui avait le VIH, elle proposait aux gens de regarder et même de toucher ces lésions de sarcome de Kaposi. Alors, on s'entend que, tu sais, c'est une stratégie de contact qui est très, je dirais, confrontante d'une certaine façon. Puis à la fin de l'article, les auteurs concluent que, parce que la personne qui vit avec le VIH, des fois, elle pouvait être présente, des fois, elle pouvait pas être présente. Puis les auteurs concluent que, ben, qu'elle soit présente ou non, ça n'a pas fait de changement significatif sur les attitudes. Puis là, ben, dans l'article, c'est juste ça qui est écrit. Pourtant, quand on lit dans la littérature sur le domaine, on voit que les stratégies de contact, c'est une stratégie qui est habituellement efficace. Et bien là, moi, je me retrouve devant cette situation-là. Ben, qu'est-ce que je peux me dire? Ben, peut-être que dans un contexte, en 1987, où on avait très peur du VIH, où on ignorait beaucoup de choses, où c'était perçu comme très contagieux, mais peut-être que cette stratégie-là, elle a été extrêmement confrontante pour les gens qui avaient peur. Donc, peut-être que pour certaines personnes, ça a été extrêmement efficace. Puis pour d'autres, ça a été, au contraire, ça l'a vraiment cultivé une peur encore plus intense, ce qui fait que la moyenne des effets est non significative. Donc, moi, à partir juste de cette étude-là, ben, j'essaie d'inférer cette chaîne-là d'un contexte, d'un mécanisme et d'un effet. Puis, ben, en ajoutant différentes études puis des entrevues avec des gens qui ont vécu ces époques-là, ben, je vais voir si cette chaîne-là, elle tient la route. Puis, on pourra la tester dans le développement d'autres interventions à venir. Je pense que j'ai dépassé un petit peu mon temps. Je vais laisser la parole à la personne suivante. Désolé, Joanie. Merci beaucoup, Jérôme. Non, je pense que c'est important parce que tu as posé des éléments clés pour la suite, pour ce que je voulais amener aujourd'hui par rapport à l'utilisation d'une approche réaliste pour guider le développement d'une intervention infirmière. Dans le cadre de ma thèse, donc, ça fait plusieurs années que je travaille plutôt sur les enjeux de préparation au retour à domicile des patients âgés depuis l'hôpital. Et on connaît en fait de la littérature et d'études observationnelles ici en Suisse que l'enseignement infirmier, c'est la composante de la préparation au retour à domicile qui est la moins réalisée par les infirmières, d'où le sujet de la thèse. Et quand on parle d'enseignement infirmier dans le cadre de la préparation au retour à domicile et même de la préparation au retour à domicile en général, donc on a de la littérature, on sait que c'est des interventions qui sont efficaces, mais c'est toujours pas clair quels sont les éléments fondamentaux
d'un enseignement efficace pour préparer les patients au retour à domicile. Et la littérature qu'on a, en fait, ne donnait pas suffisamment de descriptions détaillées pour guider les infirmières dans cette intervention-là, et puis de comprendre ce qui avait été réellement réalisé qui permettait d'arriver à ces résultats. Et du côté des infirmières, les études montrent aussi que elles savent que oui, il faudrait faire de l'enseignement, mais concrètement, comment s'y prendre pour faire de l'enseignement à des patients qui n'ont pas uniquement un diabète ou une insuffisance cardiaque, mais qui ont de nombreuses pathologies chroniques dans un laps de temps, dans une durée d'hospitalisation très courte. On n'avait pas assez d'éléments pour guider les infirmières là-dedans. D'où, en fait, l'approche réaliste. L'enseignement pour préparer le retour à domicile se fait dans un environnement hospitalier, mais comme l'a dit Jérôme, l'environnement hospitalier, c'est pas juste ça le contexte. Il y a les caractéristiques de l'infirmière elle-même, celles du patient, et tout ce qui se déroule dans la relation entre l'infirmière et les patients dans ces moments-là d'enseignement, et qui sont, en fait, ce que Jérôme appelait les mécanismes. Ce qui se déroule dans cette relation est souvent pas observable, pas objectivable, mais peut faire la différence sur les résultats pour les patients. Et pour nous, l'intérêt d'utiliser l'approche réaliste, c'était de pouvoir avoir ce regard sur le non mesurable, le non expliqué jusqu'à maintenant, pour pouvoir le transmettre aux infirmières, pour donner du sens clinique à l'intervention et à la manière de donner l'intervention ou de dispenser l'intervention auprès des participants. Je peux passer la suivante, en fait, Joachim, volontiers. Et puis les premiers éléments. Donc, on est parti de la question de quels étaient les composants et les mécanismes de l'enseignement infirmier, qu'est-ce qui permettait d'expliquer en résumé que ça marche ou que ça ne marche pas. Donc, on a fait une revue réaliste avec une méthode plutôt rapide qui nous a permis de développer une théorie de programme qui est un ensemble de ce que Jérôme vient de présenter de configuration entre le contexte dans lequel l'intervention se déroule, les mécanismes non observables. Ici, on s'est concentré sur les mécanismes vraiment relationnels entre l'infirmière et les patients ou les proches également, et les outcomes, les résultats de l'enseignement. Et la théorie de programme, dans le cadre de ma thèse, a permis d'identifier, après un processus de développement, d'affiner ces configurations, etc., on a abouti à 10 configurations qui forment cette théorie de programme et qu'on a catégorisées en 4 thèmes. Joachim, tu peux les mettre en évidence, mais le premier, c'était la pertinence du contenu. Je ne vais pas détailler toutes les configurations, ça c'est juste, derrière, il y a une description complète de chaque configuration. On a pu les classifier dans ces thèmes: la pertinence du contenu de l'enseignement, les compétences des infirmières, la préparation du patient à s'engager dans ces temps d'enseignement, et puis l'approche aussi, le positionnement de l'équipe soignante par rapport à l'intervention d'enseignement. Et on a utilisé ces configurations CMO, comme on les appelle, pour guider le développement des composants de l'intervention qu'on allait proposer dans la suite de la thèse. Donc, on a pris les éléments clés de ces configurations CMO, on les a extraites et puis on a utilisé, tu peux mettre la suite, Joachim, on a utilisé des apports théoriques pour certains qui apparaissaient déjà dans la théorie de programme, mais qu'on avait besoin d'utiliser pour les outils qu'elle est derrière, etc. Et puis, d'un autre côté, la théorie de programme a aussi permis de guider les résultats qu'on allait mesurer de l'intervention. Donc, la théorie de programme, elle a été pour nous, elle avait deux objectifs. À la fois nous aider à développer cette intervention-là. Bien sûr, on avait déjà de la littérature dessus, donc c'était pas quelque chose de nouveau. Ce qu'on a retrouvé dans la théorie de programme, c'était en partie des éléments déjà connus, mais avec un approfondissement de comprendre pourquoi ces éléments-là étaient particulièrement importants pour que l'enseignement infirmier ait un impact au final pour les patients. Donc, ça nous a permis d'avoir ce regard-là beaucoup plus en profondeur sur ce qui se passe, ce qui se joue durant cette intervention, et à la fois
dans la formation des infirmières à l'intervention qu'on a proposée après, on a pu amener ces apports-là, de dire, mais voilà, quand vous faites ça de cette manière-là, avec un patient qui a ces caractéristiques, voilà ce qui explique que ça va faire une différence pour lui, qui va retenir les informations, qui va se sentir davantage en compétence pour faire tel et tel soin, et de pouvoir donner ce sens clinique aux infirmières, et puis pas uniquement de dire, ben voilà, c'est comme ça qu'il faudrait faire, mais d'expliquer le pourquoi. Ça a été euh, un des éléments extrêmement profitables d'avoir utilisé une approche réaliste. Je passe la parole à toi, Joachim. Ouais. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu de ma thèse, dans le fond, qui s'est intéressée à développer une théorie réaliste critique sur la rétroaction de données de la performance des services infirmiers à des équipes interprofessionnelles. Quand j'ai débuté ma thèse, finalement, sur la rétroaction de ces données aux équipes, ce qu'on nous disait, c'était qu'il y avait une variabilité qui était observée d'amélioration des résultats qui était vraiment importante selon les contextes. Il pouvait y avoir amélioration de ces données de la performance qui était nulle ou qui était une amélioration qui allait jusqu'à 20% dans le fond de l'adhérence des équipes aux recommandations cliniques. Et puis ce qu'on nous disait aussi, c'est que dans les recherches, il y a seulement 10% des recherches qui utilisaient une théorie de programme ou d'intervention par rapport dans leurs recherches. Et puis, dans le fond, pour nous, c'était vraiment nécessaire de réfléchir à une théorie qui pourrait expliquer cette variabilité, qui pourrait expliquer ces résultats. Et puis, on a continué un bout cette réflexion en se disant, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on observe dans les explications actuelles, les explications qui font autorité auprès des chercheurs, auprès des experts. Et puis pour ça, on a fait une recension des écrits qui était aussi une revue réaliste rapide. Et puis on a cherché à mettre en lumière la dominance de certaines conceptions, de certaines valeurs, de certaines idées et normes implicites à travers une analyse qualitative interprétative textuelle et puis une cartographie et une catégorisation de ces dimensions. Ce qu'on voyait à la fin de cette revue, c'est vraiment que tout ce qui était de l'ordre du technique et du programmable prenait une énorme place dans les théories ou on va dire, dans les conceptions actuelles, au détriment du social, de la dimension sociale, des interactions entre le social et le technique, et puis des transformations de la rétroaction. Je vais vous donner quelques exemples de définitions. Dans le fond, par exemple, une définition classique de la rétroaction, c'est de fournir des données objectives sur les écarts entre la pratique clinique actuelle et les cibles de performance. Et puis, à travers cette définition, dans le fond, c'est juste fournir des données. Et puis, quand on a fourni des données, ce qu'on ne dit pas dans cette définition, c'est que les équipes vont analyser ces données, vont développer des plans d'amélioration de leurs pratiques, puis que ça, c'est tout un enjeu dans les équipes infirmières, dans les équipes interprofessionnelles, pour se rencontrer, pour convenir d'un plan d'amélioration, pour convenir aussi d'un accord sur ce qui est prioritaire ou non. Une autre définition, par exemple, c'est dans le fond une rétroaction qui serait bien programmée. Elle cherche à minimiser les réactions émotionnelles et défensives et puis à orienter l'attention des récipiendaires vers des tâches spécifiques et réalisables pour obtenir les meilleurs résultats chez les patients. Puis on parle de récipiendaires. Dans le fond, les récipiendaires, on se demande s'ils sont vraiment acteurs
ou quel rôle il joue là-dedans. Et puis quand on minimise les réactions émotionnelles défensives, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors que souvent, quand on fait de la rétroaction, ben, il peut y avoir débat, il peut y avoir désaccord sur le fond dans qu'est-ce qui est prioritaire, comment améliorer les choses. Certains peuvent exprimer des valeurs et des idées différentes, et puis parfois conflictuelles aussi. Et puis, une fois qu'on a fait ce constat-là, on s'est dit, mais dans le fond, il faut qu'on s'outille pour adresser ces enjeux-là. Il faut qu'on puisse mieux cerner l'objet de recherche tel qu'il est ou tel qu'il se réalise. Et puis, on s'est doté de paramètres théoriques et heuristiques qui sont la théorie de l'acteur réseau et le réalisme critique. La théorie de l'acteur réseau nous permettait dans le fond de définir les entités qu'on trouve dans le monde réel, c'est-à-dire des entités humaines, non humaines, leurs interactions, leurs connexions, le rôle de ces entités, différents contextes, et puis aussi toute une série d'opérations de traduction donc, qui permettaient ou non de conduire à la mobilisation des acteurs dans différentes actions. Et puis, ça nous permettait aussi de regarder vraiment des espaces de mécanismes qu'on devait absolument regarder. Par exemple, les controverses qui étaient observées dans des unités. Et puis, le réalisme nous permettait de nous questionner sur, dans le fond, que devrait être la rétroaction dans un réel ouvert, composé d'entités sociotechniques et de mécanismes en constante évolution et transformation indépendante de la perception et de l'observation des individus. Dans ce cas-là, on a fait des allers-retours entre les conceptions qui font autorité et puis ces paramètres théoriques. Et puis dans un deuxième temps, on a fait des allers-retours entre les données empiriques de la recherche et la conception ou la théorie en développement. Et puis, par la suite, on s'est, on va dire, d'un point de vue méthodologique, on a voulu approfondir la critique et produire une théorie plus juste à travers une méthode d'échantillonnage intentionnel. Donc, on a inclus de nombreux acteurs humains. On avait 98 participants et puis aussi des acteurs non humains. Ça pouvait être des documents, on a eu 82 documents dans la recherche, mais aussi des valeurs, des tableaux de la performance donc, qu'on considérait d'un point de vue égal entre les acteurs humains et non humains. On a eu des méthodes de collecte de données variées, donc de l'observation, on a fait 125 heures d'observation participante, des 26 entretiens semi-dirigés, 4 focus group. Je vous ai parlé de la collecte de documents et d'un journal de bord qu'on a tenu de façon chronologique dans le temps, en incluant là des documents qui avaient plus de 10 ans. Dans le fond, on a obtenu un matériau dense de données complémentaires qui présentait vraiment des points de vue différents, des standpoints différents, pluralistes sur notre objet de recherche. Et puis, ces standpoints étaient évolutifs durant la collecte de données et puis vraiment incluaient des parties prenantes larges. Ça pouvait être aussi un panel d'experts qui a participé à critiquer, à commenter la théorie en développement. Voilà, j'en ai terminé. Dave, je te passe la parole. Bonjour tout le monde. Moi, je vais aborder un peu sur un angle différent les approches réalistes, mais vraiment comment les approches réalistes peuvent nous permettre d'intégrer les conceptions du monde réel de communautés autochtones. Moi, je suis arrivé aux approches réalistes aux alentours de 2015 et mon projet de recherche doctorale, je m'intéressais à comprendre, à vrai dire, pourquoi un programme de promotion de la santé ne fonctionnait pas dans des communautés autochtones Quechua au Pérou. Alors qu'il semblait fonctionner, mais qu'on avait des données qui fonctionnaient davantage en milieu urbain. Donc, moi, c'était plus pour comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et quelqu'un me fait lire justement un article de Paulson, ma directrice de doctorat. Elle me dit, je pense que ça pourrait être intéressant pour toi.
Et ça l'a, pour moi, ça a été un peu une illumination de dire, ah, c'est une façon de mieux comprendre comment les effets escomptés ou non escomptés d'une intervention dans un milieu donné. Et c'est comme ça que je suis arrivé aux approches réalistes. Aujourd'hui, mais ce que je vais vous présenter, c'est dans mes études postdoctorales, je me suis intéressé à voir c'est quoi les liens, c'est quoi les congruences des approches réalistes avec les épistémologies autochtones. Et je me suis aperçu finalement qu'il y avait plusieurs congruences entre ces deux approches-là. Oups, excusez, est-ce que c'est possible de changer d'écran? Je changeais sur ma présentation PowerPoint de présentation, Joachim. Merci. Est-ce que tu peux mettre l'autre diapo? Oui, merci beaucoup. Ce qu'on sait justement au niveau des visions autochtones, c'est qu'elles sont davantage holistiques généralement que les visions occidentales. On a une conception justement de la santé qui a plusieurs dimensions, dont mentale, émotionnelle, physique, spirituelle. Souvent, on va le représenter sous forme de la roue de la médecine en Amérique du Nord. Aussi les modes de connaissance autochtones, mais c'est plus fondé sur la tradition orale aussi. C'est beaucoup l'apprentissage expérientiel. Il y a l'aspect relationnel aussi qui est très important dans les épistémologies autochtones. Il y a aussi ce qu'on peut considérer, c'est que c'est peu pris en compte, par contre, dans les approches de recherche occidentale. De plus en plus, mais je dirais, il y a beaucoup de travail à faire. Et souvent, tous les savoirs, les modes de connaissance autochtones, mais demeurent en marge dans tout ce qui est recherche en santé. Donc, si tu peux faire apparaître la petite boîte, s'il vous plaît, Joachim, il y a vraiment une nécessité d'intégrer consciemment et intentionnellement les modes de connaissance autochtones dans les recherches en santé autochtone. OK? Donc, c'est important. Et moi, c'est un peu ça, finalement, qui, dans mes études de postdoctorat, j'essaie d'approfondir, essayer de voir est-ce que les approches réalistes peuvent permettre d'intégrer davantage les modes de connaissance autochtones. Prochaine diapositive. Donc, les approches réalistes, il y a plusieurs éléments, de plusieurs liens possibles avec les modes de connaissance autochtones. D'abord, c'est des approches qui sont sensibles aux connaissances locales. Ça permet d'intégrer la vision des acteurs concernés par un phénomène ou une intervention. Ça permet de mieux comprendre différents éléments du contexte ou d'un milieu particulier, comment c'est relié à l'effet de l'intervention, mais ça va aussi te permettre de comprendre de façon beaucoup plus profonde, comme Jérôme l'a expliqué, via les mécanismes qui sont activés ou non activés, comment fonctionne une intervention, et ça va nous permettre aussi d'avoir une compréhension beaucoup plus holistique. C'est un processus qui est dynamique, c'est un processus aussi qui est aussi relationnel, et ça permet justement, à cause de ces éléments-là, de mieux prendre en compte les connaissances expérientielles de différents acteurs. Et de là, on voit justement qu'il y a une connexion possible avec les modes de connaissance autochtones. Donc, moi, c'est cet élément-là vraiment qui m'a intéressé. Je vais juste faire apparaître la petite boîte. Donc, les approches réalistes permettraient d'intégrer plus facilement les perspectives et aussi les modes de connaissance autochtones. On va aller, et là, et c'est un cadre aussi qui est assez flexible, ça nous permet justement d'innover dans la façon, ce que vous avez vu aussi, des approches réalistes, des approches qui sont ancrées dans la théorie. Donc, on va utiliser des théories pour expliquer des phénomènes, comment fonctionnent des phénomènes ou des interventions. Donc, on peut justement sortir de la boîte et identifier différentes façons de théoriser. On va aller à la prochaine diapo. Ici, je vais vous montrer, ça, c'est un exemple de théorie initiale qu'on a développé dans le cadre d'un projet de recherche financé par les RSC avec l'équipe le programme de prévention du diabète de Kahnawake. Et on s'est inspiré finalement des savoirs autochtones. Donc vraiment, The Gift of the Strawberry ou l'histoire, le cadeau des fraises, je trouve que c'est plus beau en anglais qu'en français, mais c'est une histoire et les savoirs sont souvent structurés sous forme d'histoire dans des communautés autochtones. Donc, on s'est inspiré finalement de cette histoire-là pour créer une théorie de programme. Donc, vraiment, on l'a enraciné le plus possible dans une histoire fictive qui nous explique comment fonctionne le programme KISDPP et comment a évolué le programme KISDPP, le programme de prévention du diabète de Kahnawake. Et donc, il y a vraiment une connexion avec la forme de savoir de communautés autochtones. Et aussi, ce qu'on a fait, c'est dans l'équipe, il y a un membre de l'équipe qui est aussi un artiste peintre. Et lui, à partir de cette histoire-là, l'a représenté sous forme d'œuvre artistique. Donc, ce que vous avez
ben, c'est la représentation artistique de notre théorie de programme. On s'entend, on est très loin de ce que Joanie a présenté tout à l'heure. C'est totalement différent, mais c'est quand même une théorie de programme où on a des mécanismes, des éléments de contexte qui sont présents également. Fait qu'on va aller à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, là, ici, un autre exemple. Ici, c'est, je vais vous présenter, c'est les résultats. À vrai dire, c'est des résultats qui vont être publiés sous peu. C'est l'exemple d'une théorie de programme raffinée qui intègre des perspectives autochtones. C'était développé lors d'une revue réaliste que nous avons effectuée. Moi, j'aime plus dire le terme synthèse réaliste, parce qu'on crée des nouvelles connaissances à partir qui nous permettent de comprendre un phénomène, mais les deux termes s'utilisent, le revue réaliste ou synthèse réaliste. Donc, nous, c'est une synthèse réaliste sur les partenaires de recherche avec les communautés autochtones pour prévenir le diabète de type 2 auprès des écoliers de communautés autochtones. Donc, on a fait un processus de synthèse réaliste traditionnelle, qui est un processus en 4 à 5 étapes. Et on va aller justement à la prochaine diapo. Donc, on avait recensé 26 écrits, on a développé des chaînes CME, ce que Jérôme vous a parlé. Et ce processus de chaîne CME-là nous a emmené à cette théorie de programme-là. Cette théorie de programme-là, la théorie initiale avait été validée avec un cercle de patients autochtones qui est impliqué dans Action Diabète Canada. On était dans la littérature, on extrait justement les chaînes CME, on avait 9 chaînes CME, et ces 9 chaînes CME-là nous ont permis de développer ces théories de programme-là, qui ensuite, on l'a validé avec toujours le même cercle de patients autochtones, mais aussi on était voir 2 des 5 partenaires de recherche qu'on avait identifiés pour le valider avec des chercheurs allochtones, mais aussi des chercheurs autochtones et des représentants des communautés autochtones qui étaient impliqués dans des partenariats de recherche. Donc, ça nous a permis de raffiner notre théorie, d'intégrer, s'assurer qu'elle faisait du sens autant pour les chercheurs allochtones que les chercheurs autochtones et les membres des communautés autochtones. Donc, ça nous permet d'avoir une théorie de programme qui est beaucoup plus près de la réalité des communautés autochtones et qui aussi, la représentation graphique, elle est différente des théories qu'on voit habituellement en approche réaliste. On a utilisé davantage une approche graphique pour s'assurer que cette théorie-là fasse du sens pour quand on veut justement s'assurer un transfert de connaissances optimal. Et donc, on va la publier sous peu. Et par la suite, on va pouvoir aussi utiliser cette théorie-là comme étant un outil qu'on va pouvoir partager avec des communautés autochtones ou des chercheurs qui seraient intéressés à développer des partenaires de recherche en prévention du diabète avec des communautés autochtones. Si on compare, parce que vous voyez vraiment des éléments très, très, très spécifiques ici, donc la sensibilité des chercheurs à l'histoire et la perspective autochtone qu'on va intégrer. Il y a des concepts qui sont vraiment très spécifiques, mais il y a aussi des concepts qui sont associés au modèle plus traditionnel qu'on utilise en partenaire de recherche. Donc, on va voir la prochaine diapositive. Justement, que vous avez, c'est le modèle conceptuel des partenaires de recherche. Donc, on a certains parallèles, je veux dire, il y a certains concepts qui s'y retrouvent, mais ici, on a un modèle beaucoup plus générique, tandis que l'autre modèle qu'on a développé à travers un processus de synthèse réaliste, c'est beaucoup plus ancré dans la perspective autochtone, puis en plus, ça a été validé par un processus en trois étapes avec des représentants de communautés autochtones. Donc, l'approche réaliste, c'est vraiment un outil qui peut être très intéressant utiliser en recherche en santé autochtone. Aussi, on peut l'utiliser on peut la combiner. Actuellement, on a des projets de recherche au Pérou, en Colombie, où on va combiner avec l'évaluation évolutive, donc pour accompagner la mise en œuvre, mais après ça aussi comprendre comment fonctionne le déploiement d'une innovation. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant à utiliser, parfois complexe au début à opérationnaliser, mais par la suite qui a vraiment un pouvoir explicatif très intéressant. Ce serait tout. Je te laisse la parole, Sylvie. Merci. Alors, de différentes manières, puis je vais faire ressortir peut-être des idées phares, puis les collègues, n'hésitez pas à dire « Ah, tu as oublié celle-là, Sylvie ». Mais je pense que chacun, à votre manière, vous avez posé la question de comment fonctionne, comment ça marche. Donc, cette intervention, cette pratique-là. Et c'est essentiellement cette question-là qui guide votre démarche. Bon, certains sont partis d'une sorte d'insatisfaction ou peut-être de théories qui n'expliquaient pas suffisamment.
ou qui nous laissait peut-être sur notre faim quand on veut intervenir et développer des interventions qui font du sens pour la pratique clinique. Alors, une question fondamentale, c'est comment ça fonctionne? Pour qui, quand, avec qui, avec quoi et qu'est-ce que ça donne finalement? Comment un objet ou un système fonctionne et comment l'action, les changements se réalisent aussi. Alors, c'est vraiment cette préoccupation-là. Une autre chose que chacun à sa manière, on souligne, c'est l'importance de rentrer dans la boîte noire du contexte. C'est pas quelque chose en dehors. C'est un ensemble de mécanismes aussi à théoriser, différents savoirs, des valeurs, etc. Vous avez fait aussi, chacun à votre manière, la démonstration d'une pensée reliante, donc une diversité d'approches, une diversité de sources de données, Dave, une diversité de perspectives, s'ouvrir sur d'autres perspectives et de relier ces méthodes-là, ces approches. Et on utilise différents outils figuratifs aussi pour penser ces reliances-là. Sans conteste, la rigueur scientifique est présente. Aussi, on n'en a pas tellement parlé, peut-être qu'il y a des gens qui auront des questions. Moi, j'aurais le goût de nous relancer, à moins qu'il y ait d'autres questions très pressantes, mais on a parlé de réalisme scientifique et critique. En quoi ces approches ou ces postures comporte-t-elle une dimension critique? On a peut-être été moins explicite sur ça. Puis je nous invite peut-être à expliciter un peu plus ce qu'on veut dire, sans vous mettre les mots dans la bouche, évidemment. Temps de réflexion qui commence. Bon, ben, je me lance puisque j'ai assumé jusqu'à maintenant une posture critique, autant aller jusqu'au bout. Donc, c'était peut-être entre les lignes dans ma présentation, mais c'est sûr que voilà, il y a une dimension critique autour de connaissances voilà, dominantes, et puis ces connaissances, elles sont pas sans poids sur notre réalité. Dans le fond, je vais essayer de vous donner un exemple qui parle de mes résultats. C'est vrai que quand on regarde les théories actuelles, on est beaucoup dans la considération de l'individu. Et puis, pour expliquer ce qui se passe dans la rétroaction aux équipes interprofessionnelles, alors les cadres devraient faire ci, devraient faire ça, les membres de l'équipe individuelle, les membres de l'équipe interprofessionnelle devraient faire ci, devraient faire ça. Et puis, dans le fond, on considère peu, par exemple, la dimension structurelle de nos organisations. Et puis, dans le fond, à quel point la structure contraint, par exemple, l'action des cadres, l'action des gestionnaires, autrement dit, ou l'action des infirmières, des infirmiers. Et puis les résultats de la thèse, dans le fond, présentent une nouvelle perspective en disant, mais ces acteurs sont contraints par leur structure décisionnelle. Certains subissent une pression top-down importante, et puis dans le fond, ils cherchent à répondre aux attentes de leur direction respective. Et puis, dans le fond, voilà, ils sont pas non plus seulement, ils subissent pas seulement, ils peuvent être acteurs et puis aussi changer, dans le fond, cette pression structurelle. Ils peuvent être des acteurs et puis développent un certain nombre de stratégies pour agir face à ces structures ou en interaction avec ces structures, et puis les transformer progressivement. Donc, dans le fond, en montrant cette réalité, ces réalisations, on fait
on conteste d'une certaine façon des théories qui sont plus individualistes et on cherche à ouvrir une nouvelle dimension théorique par cette démarche. Ben, moi, je pourrais me lancer aussi. Initialement, moi, je me situais pas dans le réalisme critique. Puis de plus en plus, mais avec nos discussions, puis je m'aperçois que je suis de plus en plus près du réalisme critique. Mais c'est vraiment de faire valoir la perspective autochtone ou intégrer la perspective autochtone euh, dans des théories, dans le développement, dans le fonctionnement des interventions. Et aussi, ben, il y a une certaine, il y a eu souvent une dévalorisation des savoirs autochtones, des modes de connaissance autochtones, donc une valorisation de ceux-ci et une intégration de ceux-ci, puis une pleine intégration, puis essayer que, c'est sûr que souvent, euh, dans les projets, on va souvent utiliser le twice-seeing, ce qu'on appelle l'approche à double perspective, ce qu'on va favoriser, valoriser autant la perspective occidentale qu'autochtone. Mais dans cette étape, je m'aperçois que de plus en plus, c'est quand même une position critique parce que c'est essayer de faire changer finalement le statu quo actuellement. Et c'est ça, fait que c'est un peu comme ça, je le verrais, l'approche critique que j'ai comment le réalisme critique s'insère dans mes projets de recherche, mais je n'ai pas les fondements épistémologiques que Joachim a développés au cours de son projet de doctorat, mais c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, là. C'est comme si la critique se présentait à soi d'une certaine manière, Tout à fait. en tentant de rendre explicite ces mécanismes-là ou ces configurations de mécanismes, d'explorer davantage ou tenter expliquer davantage comment ça fonctionne, telle intervention, tel système. Ça permet d'entrevoir des leviers de changement ou de questionnement d'un statu quo ou de pratiques habituelles courantes. Et tout à fait. Puis, et d'ailleurs, cette approche-là a beaucoup influencé les premiers projets de recherche que j'ai développés, où j'ai réalisé des évaluations réalistes plus traditionnelles. Ben, les constats qui ressortent, mais après ça, ont influencé la façon d'intervenir dans les projets subséquents, où on va valoriser davantage la perspective autochtone, puis on va essayer et chaque. Oui, comme tu dis, je crois que la part critique s'incarne de cette façon-là. Je sais qu'il y a une autre question aussi. Je ne sais pas si la réponse, il y a quelqu'un qui posait une question en question-recherche. Oui, en fait, je peux Question-réponse. Oui. vous le dire. Ben, Jérôme vient de répondre, mais peut-être que vous allez vouloir ajouter. On avait une Ah, question il y de a eu des Dominique réponses. Beaulieu, ouais, qui disait dans quelle mesure l'approche réaliste diffère d'analyse de modération, interaction et de médiation. Je ne sais pas si Jérôme, tu peux partager un peu à voix haute la réponse ou ajouter. Oui, ben, je pense qu'en fait, comme parce que j'ai répondu à Dominique là, en privé, là, et j'invite les collègues à compléter, là. Je pense que je pense que la différence, ça vient d'abord de la question qu'on se pose. Les approches, quand on fait une analyse, je veux dire mathématique, là, on cherche un lien mathématique entre plusieurs variables, puis on essaie d'identifier s'il y a une variable qui joue un rôle de modération ou de médiation, ça répond pas, ou en tout cas pas nécessairement, à la question comment ça fonctionne. Puis moi, personnellement, c'est ce que j'avais besoin c'est les questions auxquelles j'avais le goût de répondre dans ma thèse, parce que quand je lisais des études sur comment ça fonctionne, une intervention qui vise la réduction de la stigmatisation, ben, je lisais souvent, ah, bon, on a invité une personne qui vit avec le VIH, elle a fait un témoignage, puis les gens ont bien apprécié, point. Puis là, à la fin, on a mesuré toutes sortes de questions qui tournent autour là, des pensées qu'on a par rapport au VIH, mais comme dans l'exemple que je donnais au début, qui sont pas nécessairement précises par rapport à un certain comportement qu'on souhaite, par exemple.
Puis moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de comprendre comment le témoignage, par exemple, parmi d'autres stratégies, va faire que l'infirmière elle va choisir d'adopter un certain comportement plutôt qu'un autre. Donc, moi, c'est la réponse que j'essaierai de donner à ta question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent compléter aussi. Ben, en fait, ça n'exclurait pas une méthode d'analyse comme celle-là. Mais en amont, il y a l'exercice de conception. C'est ça. Mais c'est ça qui arrive. Je trouve que, tu sais, ce que je comprends, moi, jusqu'à maintenant, du projet que j'ai fait, c'est qu'il y a toujours une théorie implicite quelque part. Si le chercheur, il dit, je vais essayer ça, c'est parce que quelque part dans sa tête, consciemment ou inconsciemment, il s'est dit, sûrement que ça va marcher. Je vais aller dire aux infirmières qu'elles se trompent, là, puis elles vont sûrement comprendre. Je vais aller leur expliquer l'épidémiologie, je vais aller leur expliquer telle chose, puis sûrement que ça va marcher. Alors évidemment, il n'écrit pas ça dans son article pour toutes sortes de raisons, notamment le fait qu'on a juste 5000 mots, mais quelque part, là, il se dit sûrement que ça va fonctionner comme ça. Donc, il y a une théorie qui est implicite, puis ben, l'idée, c'est d'essayer de la découvrir puis de la mettre en lumière, cette théorie-là. Des méthodes quantitatives, ça peut tout à fait nous aider. C'est pas un ou l'autre, là, mais c'est la question qu'on se pose, c'est comment ça fonctionne? Je ne sais pas si c'est plus clair. Oui, ah oui, c'est la question assez fondamentale, comment ça marche? Et comment on théorise le contexte. Moi, j'aurais le goût de nous poser la question, parce que je me la pose aussi de temps en temps. Dans notre discipline infirmière, une discipline pratique, professionnelle, scientifique, est-ce qu'on peut faire autrement que d'être réaliste dans une discipline professionnelle où on intervient, on vise un changement? Je pose la question, c'est pas une question piège. Mais c'est sûr qu'une fois qu'on a appris, on a comme pataugé avec ces concepts-là, on a appris à les maîtriser. On voit, ben, moi, j'ai l'impression que tout est réaliste maintenant, là. Je veux dire, tout ce qui se passe, ça devient comme tout peut s'expliquer en fonction d'un contexte différent, ben, ça va s'articuler d'une façon différente. Pour moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sylvie. Je pense pour moi, ça fait du sens qu'on appréhende les soins d'infirmiers dans une perspective réaliste. Mais c'est sûr que c'est une perspective qui est quand même relative, assez nouvelle, qui est en émergence depuis plusieurs années tout de même. Mais c'est ça, mais je m'inscris dans le même sens que toi, là. Mais en même temps, un autre aspect de ces postures-là, c'est que nos théories sont transitives. Donc, il y a une différence entre ce qui est vrai et ce qui est le monde réel, conçu, la réalité, le monde réel. C'est pas parce que c'est vrai que c'est réel. Ou peut-être, je sais pas. Il y a Jérôme, puis ensuite Joachim, hein, je pense. Oui, je pense que la question que tu poses, Sylvie, va me permettre aussi d'ajouter quelque chose à la question de Dominique de tout à l'heure. Moi, au début de mes études, là, je me suis toujours promis de ne pas être quelqu'un d'une seule méthode ou d'une seule approche. Je trouve que c'est un peu étroit, mais j'avoue qu'à force d'en faire, effectivement, ben, d'abord, évidemment, on maîtrise de plus en plus une certaine approche, donc c'est confortable, mais effectivement, ces approches-là, elles vont avec une certaine conception de ben, comment ça fonctionne. Puis peut-être pour répondre à ta question, puis en même temps à celle de Dominique, je nommerai personne, mais récemment, j'ai discuté avec une collègue qui n'est pas du tout dans mon champ d'expertise, qui s'intéresse à un certain sujet. Puis ça donne que moi, j'ai un ami qui est un clinicien dans ce domaine-là, puis qui a développé des choses intéressantes. Puis je me suis dit, ben, je vais les mettre en contact, ça serait intéressant si elle voulait étudier sa façon de travailler. Puis là, ben, on s'assoit, puis là, elle dit oui, ben, on pourrait faire un essai, je vais mesurer avant, après ça, on laisse agir ta magie, puis après ça, je vais mesurer après. Fait que là, mais, la conclusion de cette étude-là, ça peut juste être ça marche, ou ça marche à tant, la taille des faits est de X. Mais ça ne nous explique pas comment ça marche. Puis moi, après ça, comme clinicien ou comme scientifique, quand je vais lire cette étude-là, je vais dire waouh, belle recherche bien menée qui nous montre que telle intervention, elle fonctionne. Et j'ai aucune idée de comment, de qu'est-ce qui s'est passé. Puis si je veux essayer de développer quelque chose avec ça, ou de travailler, que ce soit comme chercheur ou comme clinicien ou comme développeur d'intervention, ben j'ai rien. Je ne sais pas quoi faire. Donc moi, c'est pour ça que je trouve ça difficile d'être
pas réaliste, on dirait que ça devient, je dirais, presque sans intérêt pour le travail qu'on fait. Mais je dis ça, évidemment, là, c'est un peu hautain là, de dire sans intérêt, mais pour moi, je me dis, ben, si je ne sais pas quoi faire avec, il faut que ça aboutisse quelque part sur une théorie qui me dit, voilà comment ça fonctionne, puis voici comment on devrait pratiquer notre travail. Mais moi, je vais plutôt le poser en termes d'ouverture parce qu'on arrive au bout. Et puis, je pense qu'il y a une dimension sociopolitique très intéressante dans ta question. Et puis peut-être que le RISIC pourrait ouvrir un débat sur l'enjeu sociopolitique dans la science ou dans les sciences. Et puis, en tout cas, on se tiendra à disposition pour explorer avec vous cette dimension-là. Puis j'arrête là parce qu'on est au bout de notre temps, puis je ne veux pas mobiliser nos collègues plus longtemps. Ben, d'abord, je voudrais vous remercier tous les 5 d'avoir été présents aujourd'hui. Vous avez eu un sujet, somme toute, quand même assez complexe, beaucoup de concepts différents, mais vous avez réussi, je pense, à très bien. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant de voir comment est-ce que vous avez opérationnalisé cette perspective scientifique-là qui peut peut-être paraître abstraite au premier abord dans différents projets. Donc, merci encore une fois énormément à vous 5 d'avoir accepté aujourd'hui de nous partager ces connaissances-là, puis de stimuler aussi la réflexion auprès des gens qui étaient présents. Très rapidement, donc comme Joachim disait, je ne vais pas vous mobiliser trop longtemps. Je vais simplement vous mentionner que nous avons un autre webinaire qui est prévu mardi prochain, donc mardi le 10 octobre de midi à 13 h et qui aura pour titre Introduction à la science de la mise en œuvre, assise théorique, approche méthodologique et facteurs clés de réussite, et qui sera animé par Guillaume Fontaine, professeur adjoint à l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill. Vous pouvez toujours vous inscrire à partir de notre site web au risic.com. Donc, merci encore une fois à nos 5 panélistes pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui et aussi pour les belles réflexions que vous avez certainement suscitées chez les gens qui étaient présents. Donc, merci beaucoup à vous. Et aux gens qui étaient présents, merci aussi à vous pour votre présence et on se revoit la semaine prochaine. Merci. Merci.